Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse encore vous installer rapidement, mais on va commencer pour ne pas prendre trop de retard sur la séance. Déjà, je voulais vous remercier d'être nombreux et nombreuses parmi nous, d'avoir répondu à l'appel de notre festival Production Transition, organisé par les Shifters. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce projet devienne une réalité. Donc, à commencer par le Cinéma Galerie et sa super équipe qui nous a aidés sur tous les aspects techniques et sans qui cette projection ne serait pas possible. Je remercie aussi la distribution O Brothers qui nous permet de diffuser le film qu'on va voir ce soir. Je remercie aussi les Shifters en France et Projection Transition en France qui nous ont beaucoup accompagnés aussi pour organiser ce festival. Je remercie évidemment le conseil d'administration des Shifters Belgium qui nous a fait confiance pour mener à bout ce projet. Je voudrais aussi remercier nos intervenants qui sont là ce soir pour participer à la table ronde qui suivra la projection du film. Ils sont là bénévolement et on les remercie chaleureusement. Et enfin, je voudrais remercier tous les bénévoles des Shifters qui sont là ce soir pour organiser cet événement et faire en sorte que vous passiez une bonne soirée. Je vais laisser la parole à Quentin qui va vous présenter un petit peu notre association et ce qu'on fait, puisqu'on n'organise pas que des festivals, on fait plein d'autres choses. Bonsoir à tous, merci à tous d'être là, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc moi je suis co-coordinateur de l'association des Shifters qui organise le festival ce soir. Et les Shifters, c'est un groupe de gens dans la société, c'est des citoyens qui ne sont pas tous toujours d'accord, mais ils sont d'accord sur deux choses. La première, c'est qu'il y a une urgence climatique et il faut la traiter. Et la deuxième, c'est qu'il y a des ressources de pétrole qui diminuent et qui est un problème qui nous arrive. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la double contrainte carbone. Et c'est ça qu'on essaye de traiter, faire bouger la société pour prendre en compte ces enjeux. Les Shifters, c'est tout un tas de gens. Ici en Belgique, on est 180 cotisants. On est une association qui explose et qui travaille dans une vision de changement de la société par le bas et puis par le haut. Par le bas, on travaille sur la sensibilisation à travers des conférences, des fresques de la mobilité, fresques du climat. Et puis par le haut, on fait des travaux de plaidoyer. On était mercredi dernier au Parlement bruxellois pour défendre des propositions sur le bilan carbone des plans d'aménagement du territoire, par exemple, pour vous donner un exemple plus concret. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. L'association explose ces 3 derniers mois. Et donc si vous voulez participer à cette explosion, bienvenue. Il y a un stand qui sera disponible à la sortie de la table ronde. Et puis à la fin, je voulais finir par une petite surprise, puisque il y a 10 minutes, Pierre Ninet est arrivé par le Thalys et viendra donc nous parler ce soir. Non, c'est bon, je déconne. Okay. Merci à tous d'être là ce soir. Alors, Projection Transition, c'est parti à la base d'une petite bande de Shifters qui avaient comme seul point commun d'être des fans de ciné. Et en fait, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut massivement sensibiliser les gens aux enjeux énergie et climat avec d'autres moyens que des conférences ou des ateliers ou même des rapports que personne ne lit. Et en fait, ils sont vite arrivés à la conclusion que ce qui manque cruellement aujourd'hui dans les réflexions actuelles sur ce sujet, c'est des espaces où on a la possibilité d'imaginer, de rêver, de se projeter dans un monde qui n'existe pas encore. Parce que oui, les transformations nécessaires pour respecter les accords de Paris sont massives, profondes et structurelles. Et quoi de mieux pour se projeter et donner vie à des idées que la puissance narrative du cinéma. Alors le film qu'on va projeter ce soir, il s'inscrit dans la thématique de la justice climatique et sociale dont on a voulu imprégner tout le festival. En effet, le 6e rapport du GIEC, le rappelle ainsi, ce sont les personnes qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre qui vont le plus souffrir des conséquences du réchauffement climatique. Et c'est exactement ce que ce film met en exergue. C'est une lutte entre deux forces inégales, David contre Goliath. S'il s'agit en l'occurrence de la thématique des pesticides,
Ça aurait pu être la même avec les lobbies cigarettiers ou encore les multinationales du pétrole. On va suivre donc le destin croisé de gens ordinaires, un avocat, un lobbyiste, une prof de sport, militante. Et on assiste à l'histoire de ces 3 personnages qui vont prendre conscience d'un système dans lequel ils sont enfermés. Et comment faire pour lutter et en sortir. La discussion qui suivra abordera l'engagement citoyen, l'action collective, les moyens juridiques, et enfin, on va questionner bien sûr la place des lobbies. Alors, je vous ai parlé un peu tantôt de vous faire rêver, et clairement, ce film, il ne nous montre pas un futur désirable, il nous montre plutôt une situation qui est bien actuelle, qui est bien connue, et qui se répète. Mais on espère que les témoignages et les expériences que nos invités vont partager à la fin de ce film vont vous inspirer, vont vous montrer qu'il est encore possible de faire quelque chose, vont vous donner de l'espoir et pourquoi pas vont vous inspirer pour vous donner envie d'agir si ce n'est pas encore le cas. Chez les Shifters, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les solutions ou même de répondre aux questions qui se posent à nos sociétés dans le contexte du changement climatique et de la transition écologique. Mais ce qu'on aspire à faire, c'est ouvrir le débat. C'est entamer une réflexion collective. Et si on parvient, ce soir, à semer des graines de pensée qui vont germer dans vos esprits et s'aimer à nouveau, alors on aura rempli notre rôle. Je vous souhaite une bonne projection et une table ronde inspirante. Merci. Que l'espoir oriente vos actions et non vos peurs, a écrit Nelson Mandela. L'espoir, c'est la thématique sous laquelle je vous propose de placer le débat qui va suivre, puisque je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes toutes et tous ici présents, pour avoir un espoir de porter des projets qui permettront de faire du monde dans lequel on vit un monde positif, un monde harmonieux, un monde écologique. Alors, bon, micro, allô ? Ce que je vous propose avant d'attaquer la table ronde, je pense que, moi c'est la deuxième fois que je vois le film et c'est toujours aussi prenant émotionnellement. Alors je vous propose de faire juste un rapide exercice qui va permettre aussi de se lever un petit peu parce que ça fait 2 heures qu'on est assis sur nos chaises. Alors je vais vous demander de vous lever, en tout cas toutes celles et ceux, non pas encore. Je vais demander à toutes celles et ceux qui se sentent angoissés par la question du changement climatique de se lever. Prenez le temps de regarder autour de vous et de prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais maintenant demander à toutes celles et ceux qui se sentent révoltés par les injustices climatiques de se lever. C'est bien, je ne vous avais pas dit, c'est un cours de gym en fait, mais merci, vous pouvez regarder autour de vous, vous pouvez vous rasseoir. Et maintenant, malgré tout, je vais demander à tous et toutes les doux rêveurs qui sont dans la salle et qui ont encore de l'espoir de se lever. Ça fait quand même un sacré paquet de monde, mais je vois qu'il y en a qui ne se sont pas levés, et j'espère que la conférence de ce soir permettra de se faire lever tout le monde la prochaine fois. Bonsoir, et merci à toutes et tous d'être venus. Je suis Jérémy Pontif, j'ai le plaisir de faire partie de l'équipe de coordination des Shifters, et je m'occupe en particulier des plaidoyers. Je vous propose d'attaquer la soirée sur la thématique de l'information. Pourquoi l'information ? Parce que finalement, c'est un petit peu tout le sujet aujourd'hui, comme on a pu le voir avec le film. Tout le monde se bat pour cette information, en ligne, dans la rue, dans les médias,
même certains parlent de guerre. Je crois qu'il y a une époque, il y avait un papier de l'Écho qui expliquait qu'il y avait à peu près entre 9 et 15% des comptes Twitter qui étaient des robots qui publiaient des tweets. Donc on peut se poser la question sur que vaut cette information, comment y accède-t-on, qui la diffuse, dans quel objectif. Et donc pour attaquer cette discussion, je vais commencer avec toi, Laura Vérec. Donc tu es chercheuse au sein de l'Observatoire des multinationales. Tu travailles en particulier sur l'influence des lobbies au sein de la Commission européenne. Je sais que tu as travaillé sur le dossier BlackRock notamment. Celles et ceux qui ne connaissent pas BlackRock, je vous invite à vous renseigner. C'est un très gros acteur du monde de la finance et très gros lobbyiste pour le fossile. Et tu as pu travailler aussi sur les lobbies qui ont entouré, et en tout cas la campagne de lobbying et d'influence qui ont entouré la présidence française de l'Union européenne. Donc Laura, la question que je souhaite te poser ce soir, c'est où en est-on concrètement dans le processus de transparence, puisque ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'Observatoire des multinationales travaille pour améliorer la transparence des actions des entreprises. Donc, où en sommes-nous ce soir et avec quels résultats? Je vais essayer de rester dans l'espoir. Bonsoir. Pour moi, l'information est encore éparse. On n'a pas assez d'informations sur le lobbying. Comme vous l'avez vu, il y a des informations qui sont retenues par les multinationales. Donc, dans le film, c'était sur les pesticides. On ne sait pas assez, et parfois quand on sait, on a l'impression que finalement il n'y a pas assez de changements après. Donc je pense que l'information elle manque, mais ce qui est important aussi quand on a l'information, c'est d'avoir une action qui va avec. Donc obtenir des articles dans la presse ou faire des rapports, c'est important, c'est nécessaire. Mais je pense que comme le film vous l'a montré, aller dans la rue et essayer de vraiment d'interpeller et de créer un mouvement social, c'est encore plus nécessaire. Pour vous donner peut-être un peu une idée, on a parlé d'un pesticide dans le film, il y a un autre pesticide qui il y a 5 ans fait beaucoup parler de lui, c'est les glyphosates au niveau européen. L'entreprise qui produit ce pesticide savait depuis les années 1990 que c'est potentiellement carcinogénique, voilà, pardon. Donc on a tout à fait, ce que vous voyez dans le film, c'est très proche en fait de la réalité. Par contre, quand on a eu un vote au niveau européen pour pouvoir le renouveler, en fait, l'information sur le fait que ce pesticide était très dangereux a été diffusée, des actions ont été menées et on devait avoir une réautorisation pendant 15 ans. Finalement, on l'a eu pendant 5 ans. On devait avoir un débat feutré entre techniciens. On a eu un débat ouvert entre politiques. Et donc là, on voit que cette information, finalement, elle a quand même amené un changement, même si le pesticide a été renouvelé pendant 5 ans. Et pas 15, on a vu tout de même qu'on peut réussir à faire changer les choses, et surtout l'entreprise a payé 14 millions d'euros à une compagnie de lobbying à Bruxelles pour faire un listing de tous les opposants au glyphosate. Donc on a parfois l'impression que l'information ne mène pas à grand chose, que l'action ne mène pas, mais en fait les entreprises font attention à ce qu'on fait, elles regardent et elles ont peur. Donc pour moi ça, c'est une source d'espoir. Merci beaucoup. On va continuer avec toi, Roxane. Bonsoir. Bonsoir. Roxane Chaplin, du coup, tu es attachée parlementaire, je ne sais pas si on peut mentionner aussi, attachée parlementaire auprès de Marie Toussaint, du coup, qui est membre du Parlement pour le groupe des Verts. Et à côté de ça, donc, tu es juriste en droit de l'environnement, tu es aussi agrégée d'économie, puisque ça ne suffisait pas. Et je fais mon boulot. Et tu as aussi contribué par le passé à notre affaire à tous. Notre affaire à tous, pour celles et ceux qui n'en ont peut-être pas entendu parler, c'est notamment fait beaucoup connaître avec l'affaire du siècle en France, qui avait conduit qui avait du coup, entre guillemets, assigné l'État français en injustice pour non-respect de ses obligations climatiques et qui avait gagné. Roxane, du coup, là je m'adresse à la parlementaire, ou en tout cas la personne qui travaille au sein, pas encore, personne qui travaille au sein du Parlement européen. Comment est-ce qu'on rééquilibre la balance entre ce qu'on vient de voir là, le champagne, les décisions dans les salons feutrés, les informations qui parviennent sur des jolis rapports en velours, et puis les informations qui viennent des citoyens qui se réunissent dans les gymnases?
Bonjour à tous. Alors merci d'abord pour cette projection. C'est un film qu'on a aussi projeté d'ailleurs au sein du Parlement européen, avec l'équipe du film il y a 1 an, et plusieurs députés, donc des députés socialistes et du groupe des Verts, justement pour évoquer ce poids des lobbies et l'influence que ça peut avoir aussi sur les décisions politiques. Alors, par rapport à ta question, j'avais envie d'abord de parler d'un peu de nos relations avec les lobbies au final, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé la série Parlement, qui est une série un peu caricaturale sur le travail qu'on peut faire. C'est caricatural, mais il y a des choses qui sont vraies, et c'est vrai que les lobbies sont très présents au sein du Parlement. Après, j'ai envie de dire, ça dépend du groupe politique pour lequel on travaille, parce qu'en tant que membre, je travaille pour une députée écolo, donc forcément, les personnes avec lesquelles on est le plus en contact, ça va être plutôt les ONG, les syndicats. Mais ça nous arrive aussi de faire des rendez-vous avec les lobbies, parce qu'au final, quand on combat des idées, c'est bien de savoir, de connaître les arguments et de pouvoir avoir les contre-arguments en général. Donc voilà, ça m'est aussi arrivé d'avoir des rendez-vous avec par exemple des organisations qui défendent les entreprises ou les PME. Ça nous est arrivé dans le cadre de notre travail. Mais par exemple, nous, au groupe des Verts, on a une politique qui est de publier tous les rendez-vous. Donc c'est accessible en ligne sur le site des Verts, tous les rendez-vous qu'on fait avec les lobbies, mais ce n'est pas une obligation au niveau européen. C'est une politique interne qu'on a mis en place au niveau du groupe, mais tout le monde ne le fait pas. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi demander en termes de transparence et qui pourrait être important. Autre chose aussi, en termes d'accès au Parlement, d'accès physique, en fait, quel lobby, quelles organisations peut rentrer dans l'enceinte du Parlement. On essaye aussi de réguler ça, notamment avec les lobbies pharmaceutiques, par exemple. Voilà, moi je ne travaille pas directement sur ces sujets-là, mais on essaye aussi d'influencer pour limiter en fait ce poids important des lobbies. Ensuite, pour rebondir un peu à ce que disait Laura, quand tu disais c'est bien d'avoir accès à l'information et ensuite il faut pouvoir l'utiliser, cette information-là. Par rapport à l'accès à l'information que détiennent les entreprises, j'ai eu la chance de travailler sur 2 textes très importants qui concernent ce sujet, qui est un texte sur la publication d'informations sur la durabilité des entreprises, donc qui a été révisé récemment et qui oblige en fait les entreprises à partir d'une certaine taille à publier des informations sur la politique interne en matière d'égalité hommes-femmes par exemple, mais aussi sur l'environnement, sur le climat, des choses comme ça. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette information-là une fois qu'elle est publiée. Et donc, comme tu disais, moi, je fais aussi partie de notre affaire à tous. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des actions en justice en utilisant justement ces informations-là. Et en France, alors en Belgique, je sais que cette loi n'existe pas encore, mais en France, on a aussi une loi sur le devoir de vigilance des entreprises qui oblige les entreprises à reconnaître les risques de leur activité sur l'environnement, sur le climat, sur les droits humains et essayer d'atténuer ces risques-là. Et en fait, c'est une loi qui pousse les entreprises à faire des choses et s'il y a des risques trop importants et qu'elles n'ont pas tout mis en œuvre, dans ce cas-là, nous, on intervient et on essaye de faire une action en justice pour prouver qu'il n'y a pas eu suffisamment de choses qui ont été mises en place. Et je vais en terminer en disant quelques exemples sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Notre affaire à tous a commencé à éplucher. Il est tard. Ces plans de vigilance, on appelle ça des plans de vigilance des 100 plus grandes entreprises françaises. Et là, une par une, elles sont en train de passer à la casserole, on va dire, parce qu'elles ont commencé avec Total. Donc il y a une affaire en justice contre Total. Il y a eu Shell aussi aux Pays-Bas. Il y a 2 jours, Banque Paribas, BNP Paribas, voilà. Casino également sur la déforestation. Donc voilà, c'est comment utiliser, pour moi, en tant que juriste, l'accès à l'information, c'est aussi l'accès à la justice et utiliser cette information-là pour ensuite, en fait, prouver qu'il y a un décalage entre ce que l'entreprise peut dire, le greenwashing, quoi, clairement. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Vous l'avez compris, vous pouvez donc aller vous renseigner pour
être au courant des rendez-vous qui ont lieu entre eux. C'est pour les Verts, du coup. Alors, entre du coup les Verts, peut-être que d'autres partis le feront. Et voilà. Et je précise aussi qu'il y a des outils en ligne, et ça c'est très important pour la démocratie, qui vous permettent de suivre les votes de vos députés et la présence de vos députés également au Parlement. C'est très important et ça vous permet de savoir et de voter en toute connaissance de cause lors des prochaines élections. On va continuer avec toi, Sébastien. Bonsoir. Donc Sébastien, pour te présenter rapidement, donc tu es activiste chez Extinction Rebellion depuis 1 an. Tu as tenu ce qu'on précise parce que justement tu veux parler de tu as un exemple entre guillemets de ce que le mouvement activiste peut permettre en termes de mobilisation. Et à côté de ça, tu es doctorant sur les sujets d'électricité dont on ne va pas parler ce soir parce que je pense que je ne sais pas si tout le monde suivrait. En tout cas, aimerait. Mais donc pour revenir au débat qui nous anime, donc toi qui du coup organise et participe à des actions de désobéissance civile, est-ce que du coup, comment conçois-tu la désobéissance civile dans un contexte d'accès à l'information? Est-ce que pour toi, c'est une manière de permettre à certaines personnes d'accéder à l'information indirectement, voire directement dans certains cas, et avec quel succès aujourd'hui? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Oui, alors, par rapport à l'information, on a parlé de l'information et d'ensuite agir par rapport à l'information, comme par exemple prendre des entreprises en justice, mais aussi évidemment il y a la manière dont on communique l'information. On peut avoir des rapports du GIEC et puis ensuite rien ne se passe, mais quand vraiment il y a des personnes qui digèrent cette information et puis ils vont dans les rues et ils montrent par leurs actes et par leurs émotions à quel point c'est important cette information, c'est ça aussi que je pense, de manière indirecte, force plus de personnes à agir. Et au final, l'activisme, des fois on a l'impression, il y a quand même de l'activisme où vraiment on cause le changement à travers, disons, economic damage d'une entreprise, si on bloque pendant plusieurs jours, mais la plupart du temps, c'est juste un exercice de communication. Voilà, honnêtement, c'est la seule chose que j'ai à dire là-dessus. Par rapport du succès dans l'activisme, je dirais que c'est toujours un peu difficile. Pourquoi est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est grâce à nous? Après, j'ai pensé à 2 exemples. Alors par exemple, je pense, grâce à Extinction Rebellion en 2019, la ville de Liège avait déclaré une urgence climatique, ok, top, mais ensuite ils continuent avec l'extension de l'aéroport, alors ok. Et ensuite aussi, j'ai participé à une action contre le traité de la charte énergétique. Et là, au fur et à mesure, on voit tous les pays qui sont en train de partir. Je pense que c'est un peu fini pour ce traité qui protège les investissements des projets fossiles. Mais bon, nous on a fait une action et c'était quand même toute une campagne de plusieurs groupes. Alors, non, mais là quand même, je dirais que c'est peut-être un succès grâce à l'activisme à mettre en évidence ce traité que sinon on n'aurait jamais su qu'il existait. Voilà. Ok, donc plutôt l'activisme en tant que moyen pour souligner l'importance d'une information et par ce fait, du coup, attirer l'attention. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et on va clôturer ce tour de table avec toi, Lucie. Bonsoir, Lucie Moreau. Tu n'es plus étudiante, je crois, ou si tu termines? Non, tu n'es plus étudiante, mais tu fais toujours partie du mouvement Youth for Climate, qui est un mouvement, du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, de jeunes, qui se mobilisent pour demander aux États des changements radicaux en termes de politique de lutte contre le changement climatique, largement inspiré des Friday Strike de Greta Thunberg, Strike for Climate. Lucie, du coup, la question que je voudrais aborder avec toi, c'est la question de l'information, du coup, auprès des publics jeunes et de la mobilisation de la jeunesse.
où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que de ton point de vue, les informations permettant d'agir en toute connaissance de cause et d'éduquer au changement climatique sont suffisamment bien diffusées au sein de la jeunesse, dans l'éducation, et où en est la mobilisation? Bonsoir à tous. Déjà, merci pour cet événement. Alors, on remarque que l'information passe mieux qu'avant, qu'elle a évolué depuis cet engouement, disons, depuis 2019, avec toutes les marches qu'il y a eu dans les rues. Mais l'information n'est pas encore là, on le remarque. Aussi bien dans les médias, ça commence à venir, mais ça reste quand même pas assez présent, pas assez mis en avant, ça reste trop. Oh, on va parler nature, oh, on va parler climat, il s'est passé quelque chose, alors que c'est vraiment un thème global qui touche tout le monde et tous les secteurs. Mais nous, en tant que jeunes, avec le mouvement, on essaye vraiment d'aller passer l'information sous différentes formes, dans différents types d'événements, aussi bien parler devant une classe d'étudiants en réto à Namur, et puis le lendemain à Charleroi avec des centres de jeunes, et puis après ce soir avec des jeunes et tout type d'âge. On essaie vraiment de diffuser l'information au maximum, et puis aussi on essaie de faire un peu des campagnes et des actions un peu créatives, tout en continuant à informer. On essaie de passer sous le format aussi des réseaux sociaux, de vulgariser des thèmes qui sont si compliqués, parce que par exemple la charte sur traiter l'énergie, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient au courant et qui arrivent à comprendre et vouloir lire tous ces rapports, comme par exemple le rapport du GIEC aussi. Donc moi en tout cas, le rôle que je me donne, c'est d'essayer de faire le lien entre ces rapports et créer des campagnes, des campagnes d'information et d'action pour mobiliser les jeunes et les pré-mâcher un peu le travail. Tu as un exemple de campagne? Je suis très impliquée dans la campagne, dans toute une coalition de citoyens contre Total Energy, qui est à la mode pour l'instant. Là, on essaie vraiment de faire tout type de campagne. On a par exemple participé à Code Rouge, qui est donc de la désobéissance civile, mais on fait aussi des actions devant des événements où ils se réunissent tous gentiment avec du champagne dans un hôtel, et nous on est devant en train de crier, les huer quand ils arrivent. Donc on essaie vraiment de faire des types d'actions très différents, et aussi bien aussi sur les réseaux sociaux, pour que les personnes qui ne puissent pas prendre le temps de venir, qui sont coincées à l'école ou au boulot, puissent quand même participer sur leurs propres moyens. Ok, merci beaucoup. Ça donne du grain à moudre pour la troisième partie du débat, du coup, ça c'est intéressant. Merci à toutes et tous pour vos réponses sur cette question. En synthèse, du coup, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que une information qui existe, qui est là, qui circule encore de manière imparfaite, mais des choses sont faites de manière positive de tous les côtés. Je pense que tous les cinq, on ne peut que vous inviter à vous renseigner. Malheureusement, aujourd'hui, on reçoit encore trop d'informations par des algorithmes, on va dire ça comme ça, il faut le dire ce qui est, et on est beaucoup enfermés dans nos cercles sociaux, dans nos petits entre-soi bobo écolo pour certains, dont je fais agréablement partie. Donc voilà, je dis ça sans aucune volonté de culpabilisation, mais on ne peut que vous inviter à aller chercher, vous renseigner, essayer de dédier 30 minutes, 1 heure de votre temps de la semaine pour en apprendre un petit peu plus, et ça vous permettra, on l'espérera, de passer à l'action de manière positive, en tout cas dans le mode qui fait le plus de sens pour vous. Pour continuer du coup la table ronde, une question un peu plus épineuse quelque part. Peut-on, quand on voit ce qui se passe, puisque finalement le film qu'on vient de voir ce soir n'est pas très éloigné de faits réels, bon, c'est l'exemple le plus marquant, on en discutait avec Laura tout à l'heure, les pesticides c'est quand même un gros débat. Au vu de l'urgence écologique et sociale dans laquelle nous nous trouvons, puisque globalement aujourd'hui
aucune trajectoire ne permet de respecter à date les accords de Paris. Enfin, en tout cas, c'est des effets d'annonce, mais il n'y a pas d'ancrage réel. Est-ce qu'on peut encore faire des compromis? Sébastien, pour commencer. Je suis ici au nom du DXR, alors je vais dire non, fuck that shit, fuck compromises. Si on est là, si on doit concevoir la fin de la civilisation moderne, c'est grâce à tous les compromis qu'on a fait jusqu'à présent. Et là, on est face à des systèmes naturels ils ont des contraintes dures, c'est pas des contraintes soft. Ça, c'est, on va dire, ma réponse Extinction Rébellion, très antagoniste, etc. Et si je devais donner une réponse un peu plus nuancée, c'est que oui, évidemment, il y a des compromis à faire. On doit débattre entre nous-mêmes de quel niveau de risque on veut prendre avec, par exemple, le changement climatique, avec les pesticides grâce à notre santé, qui nuisent à notre santé, etc. Il y a aussi un débat de à quel point on veut être des connards envers les autres, à quel point on s'en fout du reste du monde. Mais disons que ces débats qui sont faits sans savoir, on a parlé d'information, sans que les personnes sont conscientes de vraiment de l'information, de quel point on est. La demande première de XR, c'est Tell the Truth. Et comme je dis, Tell the Truth, c'est effrayant. XR, en fait, le mouvement, c'est juste un mouvement qui te fait « Ah !» Excuse-moi. Mais vraiment, excuse-moi. Et alors, voilà. Oui, éventuellement des compromis, mais il faut qu'on est d'accord, qu'on sache de quoi il s'agit, de la situation, Excuse-moi. Merci Sébastien. Alors, il nous reste malheureusement que 12 minutes si on veut pouvoir prendre des questions à la fin. Donc, peut-être très rapidement, une réaction, une de vous trois qui veut. Lucie? Moi, je voulais juste appuyer le point que faire des compromis, mais tout le monde ne doit pas faire les mêmes compromis à la même hauteur. Par exemple, un citoyen, on ne peut pas lui imposer les mêmes choses qu'à des entreprises ou à des politiciens qui votent des lois qui vont toucher tout un peuple, tout un pays ou même carrément toute l'Europe. Donc voilà, je voulais appuyer ce point qu'on n'a pas tous la même responsabilité. Oui, les citoyens doivent faire des efforts, mais pas à la même hauteur que les entreprises ou les politiques. Merci. Roxane? Oui, moi j'essaie d'être rapide, mais c'est vrai que notre travail au Parlement, c'est de faire des compromis, Donc mais du coup, j'avais envie de répondre à l'inverse de ce que tu as dit. Oui, il faut faire des compromis, mais pas toujours. Et donner un exemple qui nous a un peu marqué cet été, un vote un peu... c'était une séance de cinéma, le truc. C'était sur plusieurs textes du paquet climat. Et en fait, les objectifs n'étaient pas du tout à la hauteur. En gros, c'était en termes de date que ça ne nous convenait pas du tout. Et le groupe des Verts avait déjà pris position contre. Et en fait, les socialistes, au moment de la plénière où il y a 700 députés qui sont présents, ont changé de position un peu au dernier moment et ont voté contre le texte. Ce qui a fait qu'en fait, tout le paquet climat, donc il y a plusieurs textes qui étaient associés, sont tombés et ont dû repartir en négociation parce que c'était pas assez ambitieux. Et c'était un peu la première fois, donc comme quoi on déprime plus tous les jours qu'autre chose quand on travaille pour les Verts au Parlement européen. Mais là, il y a eu vraiment un moment où on s'est dit non, en fait, c'est pas un compromis acceptable et on en a marre de faire des compromis à la baisse et on va essayer de revoir la copie et de retravailler sur un texte ambitieux. Bon, ça c'est pour donner une petite touche d'espoir, je ne vais pas parler de tout le reste parce que sinon je vais vous déprimer. Non, de l'espoir, du positif. Nous, peut-être juste rappeler que c'est notre rôle en tant que société civile de vous rappeler, vous qui êtes au sein des institutions, que non, il n'y a pas de compromis. Je pense que si vous en faites pas autant, c'est peut-être parce qu'on est là pour vous rappeler justement cette urgence climatique. Et soutenir aussi ce que tu dis, les entreprises et les personnes n'ont pas les mêmes responsabilités, et même entre pays du monde et classes sociales, on n'a pas les mêmes responsabilités. On ne peut pas demander à Bernard Arnault de même faire les mêmes efforts qu'un agriculteur en Asie ou en Afrique. Donc c'est important aussi de rappeler, on parle de justice climatique, donc il y a le mot justice et elle est aussi sociale. Merci beaucoup. Et la dernière question, du coup, pour terminer cette table ronde, avant de prendre les questions du public, pour terminer sur une note positive, on va parler des choses qui marchent et des alliances, parce que je pense que s'il y a un constat qu'on
qu'on partage, je pense, ici, même si on s'en est pas parlé avant, c'est qu'ensemble, on est plus fort, et qu'en coopérant, on est plus fort par rapport en étant en compétition. La question que je voudrais vous poser, du coup, c'est quels sont les modes d'alliance et les groupes qu'on peut former pour arriver à faire vraiment bouger les choses, quel que soit de là où on part. Commencer avec toi, Lucie, peut-être en particulier pour le mouvement jeune, qui a parfois du mal à faire porter sa voix. Sur qui est-ce que vous vous reposez et est-ce que tu as un succès à nous partager? Nous, mouvement Youth for Climate, on travaille beaucoup avec le mouvement Grands-parents pour le climat et Growth Others pour le climat. Donc ça prouve que c'est vraiment tout un mouvement intergénérationnel et on cherche et on veut aussi tout le temps communiquer et partager avec les autres mouvements, des mouvements qui font d'autres types d'actions, comme par exemple XR, parce qu'on sait que c'est tous ces modes d'action différents ont tous leur poids et ils ont tous leur importance. Et oui, il y en a qui disent les marches dans les rues, ça sert à rien. Et puis il y en a qui disent ça sert à rien d'aller jeter de la soupe sur un tableau. Mais c'est les deux ensemble qui font tout ce poids. Et donc pour nous, c'est très important qu'il y ait ces différents types de luttes, entre guillemets. Et une victoire, là comme ça, j'en ai pas, mais... Cherche. C'est peut-être parce que je suis fatiguée ou c'est à cause du film, je ne sais pas, mais il y en a, clairement, on voit que depuis 2019, les choses changent. On voit encore cette semaine BNP, Total, donc on en parle vraiment de plus en plus et le public aussi, les citoyens sont de plus en plus informés sans le vouloir et c'est ça qui est bien, grâce aux médias, entre autres, parce que oui, on est coincé dans notre bulle verte sur Instagram, mais les médias, eux, si on allume la télé, on ne choisit pas le sujet qui passe. Et c'est ça qui est bien et c'est pour ça que les médias sont très importants. Merci. Roxane, peut-être avec plutôt du coup la casquette Notre affaire à tous. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des citoyens avec les leviers juridiques? Tu parlais d'un exemple positif tout à l'heure. Je pense que si vous n'avez pas déjà entendu parler de l'affaire du siècle, c'est important de revenir sur l'histoire d'où sort ce premier recours en justice contre l'État français pour une action contre le changement climatique, qui s'inscrit en fait dans un mouvement mondial pour la justice climatique et environnementale. Et donc notre affaire à tous, dans l'association dont je fais partie, a été créée en 2015, mais le recours a mis beaucoup de temps à être écrit et à être opérationnel, on va dire, et ça s'inscrit aussi dans une année particulière, l'année 2018, où il a fait déjà extrêmement chaud l'été, comme tous les ans maintenant depuis un certain nombre d'années, mais il y a eu aussi en France la démission de Nicolas Hulot, et suite à ça, les marches pour le climat qui ont vraiment donné une ampleur importante, pris une ampleur importante en France. Et on a lancé un recours en justice avec 3 autres associations, donc là aussi, histoire de travailler ensemble. En fait, notre affaire à tous était une petite association qui ne pouvait pas porter le recours tout seul, donc on allait chercher Oxfam, Greenpeace et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et en fait, au bout de en 2 jours, je crois, on a recueilli 1 million de signatures. On a lancé en parallèle du recours en justice une pétition en ligne, parce qu'on s'est dit, en fait, c'est un recours à la fois juridique, mais à la fois très politique et aussi symbolique. Et on voulait le soutien de la population et des citoyens derrière nous pour dire, en fait, c'est pas seulement 4 associations, mais c'est maintenant plus de 2 millions, 3 ou 4 personnes qui demandent à l'État français des comptes pour une action contre le changement climatique. Et en fait, on a gagné la première étape devant le tribunal administratif. Donc, ce qui montre que, et je pense que la pression citoyenne dans le cadre de ce recours-là a aussi, bon, les juges sont indépendants, impartiaux, ils regardent le droit et tout ce que tu veux, mais il y a aussi la pression citoyenne derrière qui a fait que on a pu gagner et on a pu avoir cette première victoire-là, mais ce n'est pas encore fini. Et juste rapidement, il y a aussi l'alliance citoyen-politique, mais qui est super importante. Avec Marie, on travaille beaucoup pour la reconnaissance du crime d'écocide au niveau international et au niveau européen. On a organisé aussi en Belgique la première marche pour la reconnaissance du crime d'écocide, et on cherche justement la mobilisation de la société civile sur ce sujet-là. Parce qu'on sait qu'au niveau politique, s'il n'y a pas une pression citoyenne derrière,
les choses n'avancent pas non plus, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris, faites pression. C'est ça qui marche. Pardon? Je dis, on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde. Rapide, Rek, je suis désolé, on doit axer un petit peu une réaction du coup en quelques mots, Sébastien, sur la croissance finalement d'XR, la croissance, pardon, d'Extinction Rebellion, Force, et la croissance des actions de désobéissance civile. Aujourd'hui, on voit que les scientifiques vous rejoignent. Est-ce que c'est le futur de la mobilisation citoyenne de tout point de vue? Je dois penser un peu, mais oui, je dirais qu'on voit de plus en plus de personnes qui n'auraient pas auparavant s'impliquer dans la désobéissance civile ou dans la vie politique en plus générale. Et je dirais, si on veut caricaturer, en fait, c'est des blancs qui se rendent compte que le système ne marche pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant, il y a des scientifiques, par exemple, qui mènent une série d'actions en Allemagne. Ils sont favorisés par le système, ils se rendent compte que le système ne marche pas, parce que voilà, on doit concevoir la fin de la civilisation moderne. Je dirais aussi que, idéalement, et ça se passe aussi, on a vu avec Code Rouge qu'on commence, on dit « Ah mince, le système de gouvernement ne marche pas, et pour le changement climatique, il faut faire quelque chose. Ah, mais le système ne marche pas non plus pour, disons, les travailleurs, par exemple, ça ne marche pas pour toutes les personnes moins privilégiées. Et c'est là qu'on commence à parler de convergence de lutte. Et il faut vraiment que, en fait, au final, je suis très convaincu qu'il faut tout changer le système ou on ne va rien changer. Sinon, c'est juste des petites batailles qu'on va gagner une ou l'autre, et puis éventuellement, mais on ne va pas gagner la guerre. Alors oui, Code Rouge, c'était un espoir, c'était une coalition de beaucoup de mouvements climatiques, environnementaux et sociaux, et il faut que ça continue comme ça. Voilà. Et Laura, du coup? Je vais mettre juste un petit bémol. Code Rouge, c'était vraiment exceptionnel. Donc pour être dans le contexte, il y avait énormément d'organisations différentes qui ont bloqué une raffinerie en Belgique. Des alliances entre petits mouvements, ADES, grosses organisations, Greenpeace, XOR, mais aussi des Gilets jaunes qui sont venus nous rejoindre. Des alliances qui ne sont pas toujours faciles. J'ai eu à gérer un conflit entre RTL et les Gilets jaunes. J'étais plutôt du côté des Gilets jaunes, mais je suis restée au milieu. Mais bon, je voyais bien aussi que, même au sein de nos mouvements, ça nous pose question, mais c'est nécessaire. Et ça, ces alliances-là, elles sont super importantes. Moi, il y a autre chose aussi. Je pense que vous venez de voir le film, vous êtes certainement hyper déprimés. Ce auquel je pense souvent, on a parlé d'information, mais je pense que les émotions, c'est important. À Code Rouge, moi j'ai animé un groupe, on était avec des paillettes, on essayait d'être joyeux, on a fait de la musique, etc. Et je pense toujours à ça, aux émotions en fait. Oui, j'espère que vous êtes enragés d'avoir vu ce que vous avez vu, mais j'espère que vous n'êtes pas déprimés, j'espère que vous pouvez croire qu'on peut tous ensemble, dans les tribunaux, dans la rue, en bloquant une raffinerie, être enragé, mais garder espoir et surtout être joyeux. Et je pense que si on arrive à redonner espoir, à redonner envie de se mobiliser, parce que si on fait des mouvements joyeux, on donnera aussi envie de se mobiliser, et des mouvements inclusifs, où on ne soit pas justement entre hommes ou femmes blanches, mais qu'on soit conscient aussi qu'on a besoin aussi de mobiliser des personnes auxquelles on n'a pas l'habitude de parler, et de se remettre en question lorsqu'on les invite avec nous. On peut y arriver, ça peut être joyeux, et je pense qu'on peut vraiment gagner. Waouh! Merci. Tu as fait la conclusion parfaite, je pense, de cette table ronde. Merci beaucoup. On va prendre du coup 2 questions, je pense. On doit avoir le temps pour 2 questions. Ne vous battez pas. Ah. Bonjour et merci à tous, à tous les intervenants. Moi j'avais une question qui s'adressait plus à Roxane du coup. On a toujours l'impression que les débats et tous ces, on va dire, ces arrangements entre lobbies s'organisent de manière assez obscure et dans les antichambres de la commission. Comment est-ce qu'il y a moyen de mettre ça en lumière et du coup de faire la jonction entre l'information
d'une part, et d'autre part, Sébastien, qui pourra ensuite, on va dire, l'afficher au grand jour dans la rue par des actions tonitruantes. Voilà. Du coup, je parlais tout à l'heure de la publication. J'allais dire, on va peut-être prendre la deuxième. Pas de souci. On prend peut-être la deuxième question et on fait comme ça, on optimise. Après, s'il n'y a pas de deuxième question, écoute, tu as le micro. Dernier appel. Bon, d'accord. Alors la réponse de Roxane. Alors, du coup, oui, donc je parlais tout à l'heure de la publication, des rendez-vous, tout ça. Bon, c'est beau, mais ça fait pas grand-chose. Comment répondre à cette question qui est complexe, mais je me rappelle juste de la discussion qu'on a eue juste avant de venir, où en fait on essaye aussi, bon, moi je suis en contact avec les organisations de la société civile quotidiennement, et on essaye de garder ces liens, y compris jusqu'au moment des votes, y compris jusqu'au moment où des événements importants qui ont lieu soit au Parlement à Strasbourg, soit au Parlement à Bruxelles, et pour faire des manifestations, soit dans le Parlement, soit à l'extérieur du Parlement. Alors dans le Parlement, ça peut être un peu risqué, parce qu'il faut faire rentrer les personnes dans le Parlement, et ensuite on peut avoir des soucis, ça nous est déjà arrivé. Mais on essaye de le faire, et souvent à Strasbourg, en fait, c'est là où on va voter la plupart des textes. Il y a énormément de manifestations devant le Parlement organisées par des ONG qui travaillent sur les dossiers pour mettre en lumière en fait les lacunes des textes, et aussi pour faire pression sur les députés. Après, c'est vrai que le problème, c'est que, comme ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que les lobbies, enfin en fait les lobbies, il y a les méchants et les gentils, hein, parce que quand on parle d'ONG, c'est aussi des lobbies en quelque sorte, parce qu'ils influencent la politique, mais les lobbies, les méchants, on va dire, ont accès direct aussi au Parlement. Ils ont des badges et ils sont tous les jours en fait dans les couloirs du Parlement. Ça c'est vrai. Donc voilà, après il faudrait mettre en place des règles drastiques par rapport à ça, c'est clair, mais voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais voilà. Merci. Une autre question? Oui. Qui est-ce qui octroie le droit de pénétrer dans le centre de discussion là? Pourquoi certaines personnes non et d'autres pas? Ah bah oui, peut-être que tu sauras mieux. En fait, pour avoir une accréditation au Parlement européen, vous avez juste besoin de prouver quel est votre employeur. Et donc, vous montrez, vous avez une lettre de votre employeur et vous montrez que c'est une ASBL ou que c'est une organisation à but lucratif. Et vous avez le droit de rentrer au Parlement européen. En fait, ce qui est plus scandaleux, c'est pas le fait que vous avez le droit, c'est que parfois vous avez le droit de rentrer. Et vous dites par exemple que vous travaillez pour Sidley Austin, qui est un gros cabinet d'avocats qui a recruté l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'Union européenne. Par contre, moi, si je tape Sidley Austin sur le registre de transparence, je sais que vos avocats rentrent au Parlement européen. Par contre, je ne sais pas pour qui vous travaillez. Et ça, c'est totalement légal. Sachant que quand même, on serait à Washington, ce serait totalement illégal. Et ces personnes-là pourraient aller en prison. Mais à Bruxelles, c'est OK. Donc ça, c'est le genre de trucs qui sont scandaleux. Mais je pense que les règles de transparence ne sont pas assez bonnes. Mais après, derrière ça, il y a quel message politique ça renvoie? Ça veut dire que c'est totalement OK pour les gens de rentrer au Parlement européen sans qu'on sache pour qui ils travaillent. Mais en fait, derrière ça, il y a une autre grosse question, c'est pourquoi on ne se scandalise pas de choses qui, si elles arrivaient à Bruxelles, à Paris ou dans d'autres capitales, on se scandaliserait peut-être. Parce que pour moi, un des soucis avec la politique européenne, c'est qu'on a très peu de contre-pouvoir. Le Parlement joue son rôle parfois de contre-pouvoir, mais le poids des syndicats, des ONG européennes est quand même plus faible parce qu'on a très peu d'opinion publique européenne derrière. Et pour finir encore sur notre espoir, parce que tu m'as donné le positif, on voit très bien par contre que quand il y a des contre-pouvoirs, le pouvoir de ces lobbies n'est plus celui que vous avez vu dans le film. Ça, c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est quand on n'a pas la pression publique derrière, comme vu dans le film, on a un entre-soi avec des règles qui sont assez permissives par rapport à l'influence que peuvent avoir les entreprises. Et je pense qu'au niveau européen, le gros problème aussi, c'est un manque de connaissance du fonctionnement, en fait.
enfin, même moi, quand j'ai commencé à travailler au Parlement européen, déjà c'était en plein Covid, donc je vous imagine pas, c'était un peu compliqué, mais je ne connaissais pas du tout le fonctionnement du Parlement européen. Et donc j'imagine qu'en fait, pour tout citoyen qui veut s'intéresser un peu à ce qui est voté à Bruxelles ou à Strasbourg et qui veut participer, parce qu'il y a, vous savez, au niveau local, il y a des concertations, des sortes d'enquêtes publiques. Il y a aussi ça qui est fait au niveau européen, des consultations publiques. Mais en fait, c'est que les grosses ONG et les lobbies qui y participent, parce que les citoyens et les jeteurs, incroyable. Mais parce que voilà, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Et en fait, tu parlais de contre-pouvoir, c'est vrai que le Parlement européen, c'est vraiment l'institution qui représente les citoyens. Mais on n'a pas de pouvoir de proposer des initiatives de texte. C'est-à-dire qu'on dépend de la Commission européenne pour proposer de nouvelles législations. Et donc ça, en France, ce n'est pas le cas. Le Parlement peut proposer des textes. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à changer, c'est clair, au niveau européen. Mais une première des éléments, pour moi, c'est la connaissance du fonctionnement et du coup, l'éducation et la sensibilisation sur ce fonctionnement-là. Et donc la population, ce qu'elle peut faire, comme par exemple le mouvement XR ou d'autres manifestations climat, est-ce que ça a vraiment du poids ou pas? Ah oui, il y a, enfin, tout ce qui vient de la société civile, c'est quand même, en tout cas au niveau du Parlement, c'est des personnes qui sont élues par le peuple, par les citoyens. Donc en fait, quand ils sentent qu'il y a quand même une mobilisation des citoyens, ça peut faire changer les choses, quoi. Mais après, c'est encore limité, quoi. Au niveau européen, en tout cas, parce que des choses bougent en France ou ça, mais l'Union européenne, c'est grand et il y a des États membres où ça bouge un peu moins. J'ai une autre question au sujet de quand des firmes racontent des mensonges, quelles sont les sanctions quand c'est mis en évidence? Alors moi, je peux juste vous donner des mensonges en termes de lobby. Après, je ne peux pas vous dire par rapport factuellement, mais c'est pas pour faire la promotion de ce que je fais, hein, mais lundi, j'ai sorti un rapport sur Uber et les dépenses d'Uber, etc. Je sors lundi. Hier, le lanceur d'alerte d'Uber, ancien lobbyiste d'Uber, est auditionné au Parlement européen. Et il prend mon rapport et il me dit, non mais ça, 700 000 € Uber par an, c'est pas vrai en fait. Uber utilise des cabinets d'avocats, Uber a énormément de lobbyistes qui travaillent pour eux. Ils vous disent 700 000, mais ils dépensent bien plus que ça. Et donc là, on a quelqu'un qui en plus a des preuves. Moi aussi, j'ai des preuves qu'il y a des cabinets d'avocats qui travaillent pour Uber et qui ne sont pas enregistrés. Je peux rien faire. Monsanto, quand il donne 14 millions d'euros à Fleischmann Hillard pour faire une liste de tous les militants anti-glyphosate en Europe, y compris la ministre de l'Environnement de l'époque en France, 14 millions d'euros. Ils ont dit 800 000 € sur le registre de transparence, rien faire. Ils ont perdu en justice en France. Tous leurs documents sont publics, les contrats sont publics, on ne peut rien faire au niveau européen. Donc quand ils mentent sur leurs dépenses de lobbying, on ne peut rien faire. Après, c'est pas pour prendre la défense des institutions européennes, mais on n'a pas un droit administratif européen qui nous permet de faire ça. Alors il est peut-être à développer, ou il faut peut-être trouver d'autres façons de faire. Mais clairement, quand ils mentent sur les dépenses de lobbying, non. Et on a l'opinion publique, ce que fait très bien la médiatrice européenne, c'est une ancienne journaliste qui va dénoncer publiquement, mais elle ne peut pas sanctionner. Et c'est là, en fait, vraiment le problème. Si vous savez que vous pouvez mentir sans aller en prison, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant encore une bonne heure. Heureusement, on doit libérer la salle à 21h30. Alors attendez, avant qu'on parte tous, je vais faire un tout petit acte de désobéissance et libérer la salle à 21h31 pour vous demander une toute dernière chose. Ce que je vous propose pour conclure ce débat, c'est que vous preniez toutes et tous 30 secondes, on va se dire, et que vous réfléchissiez à une action, quelle qu'elle soit, que vous souhaitez faire depuis peut-être un moment et que vous vous engagez maintenant à faire. Et dans 30 secondes, on va tous se lever et on va tous lever le bras et on va dire « je m'engage ». Et ça sera filmé. On n'est pas en train de monter un parti politique, je vous rassure. Prenez votre temps.
Prêt? 1, 2, 3. Je m'engage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus ce soir. N'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'informations sur les shifters, on a un stand à la sortie. Je voulais remercier vraiment nos panélistes et notre animateur ce soir. Je pense qu'on a eu un débat d'excellente qualité, donc bravo, merci à tous. Et on a un petit cadeau pour nos panélistes. Bon, et avant de vous laisser sortir, je veux juste dire quelques mots à la personne grâce à qui on est là ce soir. Et non, vraiment, à toi Cécile, 2 minutes. Vraiment un grand merci d'avoir relevé le défi d'organiser cette toute première édition du festival Projection Transition à Bruxelles. Bravo, je sais que ça n'a pas été toujours facile et tu as mené, ouais, bravo, vraiment, tu as mené toute l'équipe avec tout le professionnalisme, la persévérance, l'amour qu'on te connaît. Et vraiment un grand merci pour toute l'équipe. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi et une grande joie de partager ce succès avec toi ce soir. Et j'espère que ça va motiver beaucoup de shifters pour organiser aussi l'année prochaine et participer à la 2e édition du festival. Et j'espère que aussi on aura un super public et encore plus de monde pour faire un encore plus beau succès. Bravo.